Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans cette 35e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'équipe vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Une bonne santé, tiens. Oui, c'est important. Et du courage aussi, oui, du courage. Et de l'audace. Et puis du cœur. Car oui, il en faut du cœur. Et si on vous souhaite tout ça, c'est que de tout ça, il en sera question aujourd'hui dans les 24 prochaines minutes. Oui, ça faisait un petit moment que nous voulions vous proposer une série de portraits inspirants. Des portraits de gens déficients visuels, au parcours non dénué d'embûches ou de doutes, mais implacables et surtout impeccables. Alors aujourd'hui, on vous propose de faire la connaissance de Sandra. Bonjour, je m'appelle Sandra. J'ai donc 45 ans, je suis atteinte d'un glaucome depuis l'âge de 30 ans qui évolue. Aujourd'hui, je suis on va dire quasiment non-voyante en fait, mais j'ai arrêté de conduire en 2013, donc j'ai quand même eu une vie avant et une vie professionnelle donc également. Un portrait enregistré sur Annecy par Marie qui réalise là sa toute première interview. On espère que ça ne sera pas sa dernière. Bonne écoute. J'ai passé 13 ans chez les cuisinistes, donc j'étais responsable d'une plateforme logistique chez Igena. J'adorais mon métier, gérer l'humain aussi, c'était très intéressant. Gérer la clientèle, gérer le service après-vente, c'est vraiment, j'adorais mon métier, j'adorais ce milieu. Le milieu de la cuisine est un milieu très intéressant. J'étais myope, je portais des lunettes ou des lentilles et c'est vrai que je me suis rendu compte à un moment donné que ça faisait quand même un petit moment que j'avais des difficultés pour lire les références sur les cartons qui étaient un petit peu en hauteur, ou que je ne lisais plus aussi facilement les plaques minéralogiques des voitures qui étaient devant moi. Ça me faisait un petit peu comme si des trous d'une passoire se bouchaient dans mon champ de vision. J'ai pensé que c'était ma myopie qui bougeait à nouveau, qu'il fallait un petit peu revoir mes lunettes. Bon, les délais d'ophtalmologie sont très très longs, donc 6 mois plus tard, je réussis à avoir un rendez-vous. Là, la personne me dit que non, que visiblement, ma myopie a quasiment pas bougé. Donc il a fallu insister un petit peu. Et donc elle s'est rendue compte là, quand même, que j'avais une pression intraoculaire qui était beaucoup trop élevée. Donc j'ai eu rendez-vous 3 mois plus tard chez un spécialiste qui là m'a dit que mon œil droit était atteint du glaucome, pas l'œil gauche à ce moment-là. Et que la maladie avait quand même déjà bien fait son chemin. Donc il m'a tout de suite opérée. Et très rapidement, en fait, j'ai eu des très fortes douleurs dans le crâne, dans les yeux. Ça me faisait comme des énormes décharges électriques que j'avais jamais eu avant. J'avais eu aucun signe précurseur avant, en fait, finalement. Personne dans ma famille n'était atteint, tout allait bien. C'est vrai que subitement, j'ai eu vraiment ces très très grosses douleurs qui me prenaient et ça a été une période plutôt difficile. Ça s'est un petit peu stabilisé à nouveau. J'ai passé à peu près 2 ans à peu près tranquille derrière. Puis un jour, mon œil gauche s'est réveillé. Pareil, très forte douleur. Et là, on s'est aperçu que la tension était montée dans l'œil gauche et que la maladie attaquait l'œil gauche. J'ai été opérée également tout de suite. La vie a continué. J'ai continué à conduire. J'avais pas pris conscience en fait de ce que ça pouvait devenir. Entre-temps, donc, Igena a licencié tout son personnel logistique, a revendu toute sa logistique, donc j'ai été licenciée économique. Et je me suis retrouvée 2 mois plus tard chez Schmitt, chez un autre cuisiniste. Et c'est là, au cours de la première année, je dirais qu'un 2 janvier, lendemain de Nouvel An, j'ai pris ma voiture pour aller travailler comme d'habitude. Et puis j'ai fait 25 mètres et je me suis arrêtée. Je me suis dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sentais pas du tout en capacité de conduire comme d'habitude. Je ne voyais pas du tout de la même façon, c'était beaucoup plus flou, ça faisait un peu comme un voile un petit peu opaque. Non, je ne me sentais pas. Ah oui, une dernière chose, cette conversation sera entrecoupée de ukulélé, un instrument que Sandra est en train d'apprivoiser. Le rythme un peu... les tchak, comme on dit. Alors c'est là, quoi? c'est un moment... Bon, c'est...
j'ai du mal à le faire. C'est dur. En fait. Au travail, ça allait. Je me débrouillais. Et puis après, voilà, suite à mon contrôle de vision, on s'est rendu compte qu'à nouveau, la tension était remontée, ma vue chutait. On a fait mettre en place, par le biais de mon médecin traitant, travailleur handicapé, auprès de la MDPH. Alors là, c'est un parcours du combattant. Du coup, ça t'a changé quelque chose au niveau de ton travail ? Alors, dans un premier temps, non, je dirais dans le sens où c'est très long à mettre en place les aides techniques et tout ça. Mes collègues ont été aussi quand même un peu patients parce que j'étais un petit peu moins rapide, forcément. Par contre, dès que j'ai pu être déclarée travailleur handicapé, j'ai pu avoir là accès à un organisme qui est venu pour étudier mon poste et savoir ce qu'on pouvait mettre en place comme aide. Donc on a changé les lumières autour de mon poste de travail, on a mis un logiciel qui permettait, donc ZoomText, qui permettait d'agrandir l'écran, de modifier les contrastes de couleurs, et on m'a installé un téléagrandisseur, donc il me permettait de lire les documents. Il y avait beaucoup de documents papier, support papier et notamment manuscrits, donc ça me permettait de continuer à travailler normalement, je dirais. Ton employeur, en tout cas, d'après ce que tu me dis, a été très compréhensif. Tout à fait. Quand j'ai été recrutée, je lui ai dit que je souffrais d'un glaucome par contre, mais à cette époque-là, je conduisais toujours, donc tout se passait bien. J'ai su après que c'était quelque chose qu'il connaissait, vu qu'il avait quelqu'un de sa famille qui était concerné. Et c'est vrai que quand moi, j'ai dû arrêter de conduire, je suis allée voir en lui disant, ça va plus bien, je peux plus venir travailler, je peux pas conduire, je sais pas comment ça va évoluer. Moi, j'ai paniqué, on va dire. Et en toute honnêteté envers lui, je lui ai dit, je vais démissionner. Et c'est lui qui m'a dit, on ne s'emballe pas, on reste calme, il y a des choses à faire, vous n'allez pas démissionner, vos capacités, elles sont toujours là. Et donc, je le remercierai jamais assez, puisqu'il a vraiment eu une attitude extrêmement ouverte et je dirais positive et bienveillante. Je sais que c'est pas toujours le cas. Du coup, il a joué le jeu parce qu'il a fallu quand même avancer certains frais pour les aménagements techniques. Il y a des choses qui ont été prises en charge totalement. Et mon équipe aussi, parce que c'est vrai que ça a quand même nécessité de leur part aussi. Je devais être moi normalement très réactive et tout ça. Donc on a réorganisé certaines choses pour que certaines tâches soient redispatchées sur les commerciaux du magasin. La partie informatique, ça allait puisque le logiciel m'aidait largement. Mais c'est vrai que forcément, je mettais plus de temps à lire certaines choses, et notamment les supports papier et encore plus les supports manuscrits. Chacun y allant en plus de son écriture très personnelle. Tu sais, je bloque que j'y arrive pas. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Une émission consacrée au parcours de Sandra. Et donc après sont arrivées les difficultés où vraiment là tu avais de plus en plus de mal à... Oui, après forcément la maladie a continué à faire son chemin par sursaut, je dirais. Il y a eu des périodes d'accalmie ou de stabilisation où là on souffle un peu et puis on reprend ses marques et on s'habitue, et puis un matin non, on voit pas comme la veille en fait, et puis ça s'éternise un petit peu. Donc au travail aussi il faut se réadapter, il faut remettre en place des nouvelles petites choses. J'ai bénéficié d'une formation d'informatique vocalisée, donc un logiciel qui me parle. J'étais en mi-temps thérapeutique et parallèlement ça a pu permettre à mon employeur de recruter quelqu'un pour justement aider à moi une partie de mon incapacité. Mais c'est vrai que c'est moi qui, au bout d'un moment, en fait, ai ressenti beaucoup de frustration. Chez les cuisinistes, c'est un milieu que je trouve passionnant, puisque c'est un milieu qui évolue tout le temps, qui bouge tout le temps, en technique, en couleur, en mode. On rentre dans les projets des gens, la cuisine est devenue au centre de la vie des gens, au centre de la maison. Mais il y avait beaucoup de frustration pour moi, puisque ça reste un milieu qui reste quand même très visuel. Et que du coup, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle collection, des nouveaux modèles qui arrivaient, je pouvais pas rentrer dans l'enthousiasme général, je pouvais pas avoir mon opinion. Et puis, il faut quand même dire ce qui est. Dans un magasin, le but, c'est quand même de vendre, et la place du service après-vente n'est, à mon goût, pas du tout valorisée, puisqu'elle ne ramène pas d'argent. Et que c'est vrai que ça m'agaçait de me rendre compte trop souvent que quelque part mon
travail, c'est pas qu'il n'était pas valorisé, mais que voilà, c'était pas le plus important pour eux. L'important c'était de vendre et des fois pas bien. Donc tout ça mis bout à bout a fait que petit à petit, je m'apercevais que j'y venais avec moins d'enthousiasme en fait. Voilà. Je me suis penchée sur la question de si j'arrêtais ça, quoi faire. Il y avait beaucoup de craintes parce qu'on sait quand même qu'on n'est pas dans un monde merveilleux où les handicapés sont les bienvenus partout et je ne savais pas, j'avais pas confiance en mes capacités aussi. Je savais ce que je savais faire, mais voilà, je ne savais pas dans quoi m'orienter, que je puisse faire et qui ne soit pas forcément quelque chose basé essentiellement sur l'informatique. Je me suis penchée sur Internet quand même, du coup, savoir ce que les écoles spécialisées pour handicap visuel, alors c'était principalement kiné. Il y avait empailleur de chaises, il y avait développeur informatique. Et puis c'était à peu près tout. Oui, il n'y a donc pas grand choix. Non, officiellement visuel, en formation, tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que voilà. Ça foisonne. Alors je parle bien sûr en formation officielle pour déficients visuels. C'est en train d'évoluer, puisque visiblement il y a des formations pour apprendre à faire des podcasts. Forcément ça s'oriente beaucoup sur les nouvelles technologies. Kiné, c'était pour moi repartir sur des études beaucoup trop longues et je ne m'y voyais pas. Oui, parce que je suis sportive, que je trouve ça très intéressant, le corps humain, tout ça, mais non, parce que j'avoue que la vision des kinés que j'ai aujourd'hui n'est pas forcément celle que, c'est beaucoup sous machine et tout ça, et que c'est pas forcément... J'aurais préféré ostéopathe, par exemple. Et puis, j'ai vu qu'on proposait aussi une formation de praticien bien-être. Je ne savais pas ce que ça représentait. Je suis une fille, certes, mais j'ai toujours dit que j'étais une moitié de fille. Je ne fréquente pas les instituts de beauté. C'est vrai que pour moi, ça avait cette connotation un petit peu qui me disait sans plus. Alors, je me suis quand même penchée un peu plus sur la question et je me suis rendu compte qu'en fait, non, que c'était vraiment c'était du massage, mais du massage bien-être. Et n'étant à l'époque pas trop tactile, étant assez pudique aussi, je n'étais pas du tout certaine de ce que ça pourrait donner, en fait, de comment moi j'allais le vivre. Donc, j'ai décidé, avant toute chose, d'aller me faire masser. J'ai essayé de repérer différents endroits où je pouvais tester différents massages en fait, et à chaque fois en essayant de discuter avec les praticiens que j'ai pu rencontrer sur leur métier et sur ce qu'ils pensaient du handicap visuel dans leur métier. Alors déjà en termes de réception de soins, c'était quand même super sympa finalement. Super agréable. Très agréable. Voilà, je me suis rendu compte que perdre la vue m'enlevait aussi quand même beaucoup de pudeur, beaucoup de blocages que je pouvais avoir, de complexes. Et puis les échanges que j'ai pu avoir ont été aussi très positifs. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que, oui, qu'ils avaient régulièrement croisé des masseurs déficients visuels au cours de leur formation ou au cours d'endroits, d'établissements dans lesquels ils avaient travaillé, et que pour eux en tout cas, forcément le plus important c'était le toucher et le ressenti, et que du coup en aucun cas on ne pouvait être pénalisé là-dessus, et qu'au contraire ça pouvait être presque un atout. Et qu'après, par contre, bien évidemment, il n'en reste pas moins la difficulté de l'emploi, de trouver un employeur qui accepte aussi la contrainte aussi d'avoir un déficient visuel dans son équipe. Le plus dur a été de se dire, allez, je prends le risque de sortir d'une sécurité que j'avais d'être employée en CDI. Quand j'en ai parlé à mon entourage, notamment ma mère, a été pétrifiée à l'idée que je puisse partir, en fait, démissionner. Donc il a fallu quand même, moi, m'armer de confiance en moi, ce qui n'était pas forcément gagné. J'étais en couple à l'époque, on avait acheté tout ça, donc c'est vrai que c'était quand même faire peser une menace sur un équilibre du quotidien, un équilibre financier aussi. Étant travailleur handicapé, j'étais suivie par un organisme qui s'appelle le SAMET, Service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Et c'est vrai que j'avais cette chance d'être suivie par une personne formidable et qui, là, m'a pas cherché à me casser les pattes, au contraire, m'a maintenu ma motivation, on va dire, et m'a aidé un petit peu à prendre certaines décisions. Et du coup, j'ai cherché où faire cette formation. Il y avait 4 endroits différents en France. J'ai choisi Vichy parce que j'ai eu la chance, au hasard d'une soirée chez un ami, de rencontrer une personne et qui, elle, était chargée du recrutement. Donc j'ai pu vraiment discuter avec elle de ce qu'elle pensait du handicap visuel dans ce milieu et des formations qui étaient proposées en France.
Et elle a conforté mon choix qui s'est orienté sur Vichy. Donc ça nécessitait que je quitte ma quiétude, mes habitudes, mon environnement pour me mettre dans un endroit que je ne connaissais absolument pas, à reprendre mes études, à apprendre un métier que je ne connaissais pas du tout, dans un domaine que je ne connaissais pas du tout. Dans une ville que tu ne connaissais pas, Dans une ville où je ne connaissais personne. En étant non-voyante. En m'étant séparée entre-temps. Mais bon, j'ai postulé et puis finalement j'ai quand même été prise. J'avais fait une demande de chien guide 4 ans auparavant et puis c'est pareil, ça s'est plutôt bien imbriqué. J'ai eu un chien guide qui m'a été attribué et j'ai eu le chien guide qu'il me fallait en plus, donc c'est vraiment une super rencontre et je l'ai eu 15 jours avant de partir en formation à Vichy. Donc on a appris à se connaître, on a appris Vichy ensemble, on a vraiment tout appris. Ce qui fait que ça a été vraiment une aventure, là pour le coup c'était un changement de vie mais j'avoue total. Ça a participé à une année riche, vraiment riche, et riche aussi de belles rencontres, de super rencontres, une formation très intéressante. J'étais la vieille de l'équipe, c'était que des petits jeunes aussi, donc on était 5. J'avais un peu la pression de me dire oui, est-ce que je suis encore en capacité d'emmagasiner autant de choses, parce que c'est une formation qui est très complète. 40 ans, mais si je veux pas dire de bêtises, je crois que tu as fini la première de ta promo, il me semble, non? C'est vrai. Ne sois pas modeste, Sandra. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. On attaque la dernière partie de l'émission. On retrouve Sandra pour la suite de son entretien. En sortant de mon contexte habituel et en m'éloignant un petit peu finalement de mon confort et de mes amis, même s'ils étaient toujours présents au téléphone, même si certains sont venus me voir, je pense que ça m'a permis vraiment de me mettre face à moi-même. Et c'était pas si mal en fait, à regarder les choses en face et puis à me rendre compte que finalement j'étais capable de bien plus de choses que ce que je pensais. Ça t'a permis du coup d'accepter mieux ton handicap visuel? Oui, je pense, ouais. En tout cas, l'apprivoiser, l'accepter, c'est un mot que je n'aime pas. J'accepterai jamais, mais par contre, j'ai plutôt appris la résilience, comme on dit en fait. Voilà, j'ai appris à vivre avec cette petite spécificité qui donne aussi un certain charme à la vie finalement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, avec cette spécificité et ta formation en poche, tu es revenue sur Annecy et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cherché un employeur du coup? Eh bien en fait, donc pendant cette formation, on a dû faire 3 mois de stage. J'ai voulu tester des grosses et des petites structures. Et donc j'ai travaillé dans 2 établissements différents et mes stages se sont très bien passés. À l'issue de tous mes stages, je suis devenue amie avec celle qui tenait le petit établissement, on va dire. Donc diplôme en poche, je les ai recontactés. En priorité Aix-les-Bains. L'ambiance à Aix-les-Bains m'avait bien plu. Il m'aurait bien pris, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui avait fait la même formation que moi, donc un garçon cette fois, qui était là depuis un petit moment et qui était d'ailleurs le meilleur élément de l'équipe. Mais du coup ça aurait fait 2 déficients visuels dans une équipe et elle était un petit peu embêtée, ce que je comprenais tout à fait. Et parallèlement l'Impérial, je les ai recontactés et puis du coup mi-octobre, par contre à ce moment-là il n'y avait pas de place dans l'équipe, donc j'ai pas lâché, j'ai pris un petit peu le temps. Je me suis alors posé quand même beaucoup de questions parce que je me suis dit oulala, si ça marche pas là non plus, je fais quoi? Et puis en mi-décembre, l'Impérial m'a recontacté en me disant on crée un poste supplémentaire en CDI à 35 heures. Est-ce que ça vous intéresse? C'est pour travailler ce tchak. Avec quand même un gros bémol, c'est que moi j'avais honnêtement pas l'intention, je l'avoue, de travailler à temps plein. Sachant que dans un gros établissement, forcément, ça dépote. Donc oui, c'est client sur client sur client. Donc je ne savais pas du tout est-ce que j'allais y arriver, tenir le rythme. Et puis, il fallait aussi que je gère mon handicap là-dedans. Donc c'est un gros établissement dans lequel il faut circuler avec des couloirs de partout, des chariots de partout. Je savais que ça allait me fatiguer, mais j'ai beaucoup de concentration. D'un commun accord, on s'est dit ok, on tente, on essaye, on verra bien. Et tout s'est bien passé, sauf que j'étais en repos le mardi et le mercredi.
Donc je travaillais tous les samedis, tous les dimanches. Et là, au bout d'un moment, j'ai quand même senti que ça devenait difficile. Physiquement, difficile en termes de fatigue. Je me levais le matin, j'avais l'impression d'avoir été rouée de coups, de vieillir prématurément. Et en plus, difficile moralement parce que je voyais plus mes amis en fait. Donc c'est vrai que je me suis sentie socialement désociabilisée quoi, finalement. Donc là, ça a été très très dur parce que ça fait quand même aussi beaucoup partie de mon équilibre. Donc j'ai passé les 4 mois d'essai, j'ai dit que je continuais parce que je me rendais compte quand même que j'avais cette chance de travailler dans un établissement renommé qui travaillait avec une très belle marque dans le monde du spa. Et j'ai continué. Et puis, arrivé 6 mois, je me suis rendu compte que non, que je ressentais trop de frustration, trop de fatigue. Et je me suis dit, mais j'ai pas fait tout ça pour changer de vie et pour qu'en fait ce soit pire après qu'avant. Ça, tu connais, mais il faut reconnaître. Donc, j'ai dit à ma chef que non, que finalement, j'arrivais pas en fait. Mais elle m'a dit qu'elle comprenait, bien évidemment. Il fallait que je démissionne en plus. Donc là, tout à coup, démission veut dire que derrière, il n'y a plus de filet de sécurité, puisque quand on démissionne, on n'a plus droit au chômage. Donc là, c'était quand même plus la même. J'envisageais du coup de me mettre un peu à mon compte quand même, pour pas rester sans rien faire. Mais c'est vrai que c'était pas ce qui me motivait le plus. Je suis allée voir la DRH, avec qui je m'entendais très très bien. Je lui ai demandé si c'était vraiment pas possible d'avoir une rupture conventionnelle. Donc elle m'a dit qu'elle était désolée, mais que c'était quelque chose qu'il pratiquait pas. Mais que je tente ma chance auprès du PDG, on sait jamais quoi, qu'il ne tente rien à rien. Donc je lui ai envoyé un mail, il m'a appelé, voilà, je lui ai dit un petit peu ce qui se passait. Il m'a dit qu'il allait réfléchir et qu'il me donnait une réponse rapide. Et quand je suis arrivée le jeudi matin, je m'attendais à avoir une réponse. Bon, je me suis dit ça sent pas bon. J'ai fait ma journée de travail et puis en fin de journée, ma chef est venue me voir en me disant écoutez Sandra, je voulais vous dire quelque chose. On souhaiterait vous proposer un temps partiel. Donc là, je suis restée sans voix. Et puis du coup, 1 mois plus tard, je commençais en temps partiel. Donc je suis ravie, j'ai tous mes dimanches, je travaille tous mes samedis. Finalement, je suis dans une certaine effervescence le samedi qui est plutôt sympa aussi. Puis je suis vraiment dans le feu de l'action avec l'équipe, donc c'est plutôt chouette. Et à côté, du coup, j'ai récupéré une vie sociale, une vie active, un équilibre, la forme. Et je suis toujours super contente d'aller travailler le jeudi matin. Et voilà. En résumé, praticienne dans un spa, c'est tout à fait possible en étant déficiente visuelle. Oui. Après, c'est sûr que c'est pas tous les spas qui ouvrent leurs portes, ça c'est sûr. Il faut quand même batailler un petit peu. Moi, ça s'est fait bien, c'est vrai. J'ai eu cette chance. On me dit que c'est pas toujours que de la chance, que ma personnalité y fait aussi, peut-être. Je pense que mon parcours professionnel y fait, vu que j'étais habituée à... je sais ce que c'est que de travailler, je sais ce que c'est de gérer du client, je sais ce que c'est de travailler en équipe. Donc je pense que tout ça y a fait. Je pense qu'en effet, ma personnalité a joué aussi pour moi, vu que oui, je pense être plutôt quelqu'un qui est optimiste, qui est positif, donc c'est ce que ça véhicule un petit peu. Mais il n'empêche qu'il a quand même fallu convaincre. Mais c'est vrai qu'on sait qu'en étant déficient visuel, c'est un éternel combat au quotidien. C'est pour ça. C'est faisable, ça c'est sûr, c'est faisable. C'est très épanouissant aussi. En tout cas, moi, je m'épanouis énormément là-dedans. Je pense franchement que c'est un atout vis-à-vis de la clientèle, notamment pour tous les gens que je comprends, qui sont comme moi avant, pudiques et pas forcément à l'aise. Beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent se faire masser. Ils ont des complexes et tout. Le simple fait de dire qu'on les voit pas, ça change beaucoup en tout cas. Très souvent, j'ai droit à alors ça va être formidable, vous devez avoir des mains d'or. Donc déjà, je dirais que la moitié du travail est faite. Je pourrais être très nulle, ça tombe, je le suis, je ne sais pas. Mais comme je suis déficiente visuelle, j'ai des mains d'or, donc c'est formidable. Une approche du corps qui est différente, ça c'est sûr. Après, je ne prétendrai jamais mieux masser que mes collègues, ça ce serait... Jamais je vais prétendre ça, quoi, ça c'est certain. Mais je pense que j'ai une approche différente, par contre, oui. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sandra, merci à Marie. Sachez que vous retrouverez l'intégralité de ce témoignage très bientôt sur notre page mixcloud.com/l'imaginoire. L'Imaginoire à l'écoute des familles est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous voulez rejoindre l'aventure, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, en passant par notre page Facebook
le facebook.com/l'imaginoire ou en contactant votre radio qui nous transmettra le message. Le mois prochain, nous vous proposerons un nouveau portrait inspirant. L'Imaginoire est un projet accompagné par l'association Résonance et soutenu par la CAF Drôme et la fondation BP Aura.